Standard, une émission présentée par l'atelier de la poissonnerie. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à tous, nous sommes sur Radio Balistique et aujourd'hui nous allons vous présenter la première édition de l'émission Standard. Cette émission vous est présentée par l'atelier de la poissonnerie, une association artistique et culturelle qui a pour but de promouvoir les artistes locaux émergents. Nous vous donnons rendez-vous tous les mois à partir d'aujourd'hui pour vous faire découvrir différents acteurs culturels de la région, vous parler de leur histoire et de leur actualité. Cette émission vous est présentée par Sarah, Juliette et Raphaël et va être articulée autour d'interviews portraits. Vous pouvez d'ores et déjà nous rejoindre sur la page Facebook de l'émission Standard pour nous laisser votre avis, nous faire part de vos questions, Vos commentaires. vos suggestions. Pour commencer, nous sommes avec Manuel Royot, artiste peintre qui va réouvrir l'usine après sa fermeture hivernale avec son exposition La Traversée du Temps, présentée du samedi 2 mars au dimanche 31 mars. Professeur d'histoire de l'art et d'archéologie à l'université de Tours, Manuel Royot va maintenant vous présenter son travail, sa peinture et son exposition. Bon, je m'appelle Manuel Royot, je suis enseignant dans le supérieur. Ma pratique artistique n'a rien à voir avec ce que j'enseigne, avec les études que j'ai faites. Avec, d'une certaine manière, oui, mais ma vie professionnelle. C'est quelque chose de totalement différent. C'est quelque chose que j'ai développé depuis très longtemps. En fait, je peins depuis l'âge de 14 ans. J'ai beaucoup arrêté. J'ai beaucoup repris, j'ai beaucoup changé, j'ai fait beaucoup de choses dans différentes techniques, du fusain, de l'encre, de l'huile, beaucoup de petits formats, beaucoup d'aquarelles aussi. Et puis la vie a fait que j'ai longtemps abandonné et que les circonstances ont voulu que depuis 1 an et demi, j'ai recommencé à peindre, mais alors dans un genre totalement différent, puisque maintenant je fais du monochrome. Je fais des monochromes bleus. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je fais de l'encre sur papier, par paresse essentiellement. Par paresse, parce que c'est quand même plus facile que de travailler avec des tubes d'aquarelle. Et je prépare un bain unique, dans lequel je mélange essentiellement toujours 3 couleurs, qui sont du gris, du bleu indigo et du bleu de Prusse, avec un tout petit peu d'eau, et je travaille ensuite sur du papier canson 300 grammes, et cette année, donc c'est en une seule fois, c'est-à-dire que ça dure environ entre 40 minutes et 1 heure, et si c'est réussi à mon point de vue, je le garde, si ça me plaît pas, ça disparaît, je ne reprends pas ce que je fais. Il m'arrive d'y ajouter des traits, il m'arrive de travailler à la pointe aussi par-dessus ou par-dessous, avant même de peindre. Et puis cette année, je présente une grande partie des travaux de l'année 2018 et puis du début de l'année 2019, dans un format qui est où je me sens bien, mais c'est pas le seul, je fais pas que ça, un format carré. Un format carré, à la fois de petit format et puis de moyen format, de format un petit peu plus grand. Voilà, donc il y en a, je crois, une petite quarantaine. Il y a un titre cette année, j'ai appelé ça La Traversée du Temps. Alors, parce qu'en fait, je dirais que ce que je peins, même si ce sont des images qui font penser à des paysages, qui font paysage d'une certaine manière, ce ne sont pas des paysages, ce ne sont pas des paysages qui sont transformés par une certaine vision ou que j'aurais coloré comme ça en bleu. En fait, ce sont des états. C'est pour ça que je suis incapable de donner un titre à ce que j'ai fait. Je mets un numéro. Après, chacun met derrière ce qu'il veut. Je dirais vulgairement que je peins du temps. Je peins la temporalité, je peins le temps qui est passé, le temps qui passe concrètement. Et je dirais que ce que je fais, c'est quelque chose qui en apparence est totalement immobile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement dans ce que je fais. Ou plutôt, il y a plusieurs mouvements, mais ce sont des mouvements microscopiques. Tout dépend de la distance à laquelle on se place pour regarder
ce qu'on voit. Et ce qu'on voit dépend de chacun. Voilà, ça n'est pas non plus sans construction, c'est-à-dire que je sais ce que je veux peindre. Alors parfois j'y arrive pas et ça donne autre chose, mais quand je commence, je sais ce que je veux peindre. Je ne vais pas barbouiller et puis il en sortira quelque chose. Non, non. Il y a vraiment il y a une composition derrière cette absence complète de composition. Donc, à la limite, il n'y a rien de pire qu'un monochrome, parce que finalement, il ne se passe rien dans un monochrome. Sauf que s'il se passe quelque chose, il faut prendre le temps. Donc c'est aussi le sens du titre, la traversée du temps. Il faut prendre son temps pour regarder. Et puis ça dépend de l'état du peintre qui a fait ce qu'il a fait. Ça dépend aussi de l'état du spectateur qui peut très bien passer devant et ne rien ressentir absolument parce qu'il n'est pas en état de le ressentir, ou parce que finalement le peintre n'a rien exprimé non plus. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'il faut rester modeste. Alors on parlait d'auteurs qui, sans m'avoir inspiré, me plaisent énormément. Moi je dirais il y a une grande, chez moi il y a une grande trilogie qui m'a toujours marqué et que je dirais j'évite de trop regarder pour ne pas m'en inspirer. Il y a évidemment Nicolas de Staël, il y a Soulages et il y a Poliakoff. Voilà, grosso modo. Et puis bien sûr derrière certains monochromes, vous avez Geneviève Haas, ou vous avez Martin Barré, un petit peu Olivier Debré, enfin des artistes que finalement, pour certains d'entre eux, parce que tous n'appartiennent pas à ces courants-là, mais qui me renvoient à des moments des années 50 où on parlait d'abstraction lyrique. Hein. Grosso modo, c'est un petit peu ça, mais c'est pas non plus complètement ça. Voilà. Je dirais que c'est venu un petit peu comme ça, mais bien évidemment, j'aime aussi plein d'autres choses, mais qui n'ont absolument rien à voir avec ce genre de peinture. Si vous auriez un conseil, un livre, un artiste incontournable à conseiller du coup aux auditeurs pour s'initier progressivement au domaine de l'art, au domaine de l'histoire de l'art. J'aurais pas un conseil, mais je dirais, même si c'est évidemment très couru et très très à la mode, je dirais qu'il faut aller voir le musée Soulages à Rodez, d'une part, et que si les gens en ont l'occasion, il faut s'arrêter au musée Fabre à Montpellier. Et il faut se planter devant les ultra noirs de Soulages jusqu'à ce qu'on les voit en couleur. Et on y arrive, mais il faut rester longtemps. Et il faut revenir souvent. Et moi, c'est quelque chose que je fais très souvent. C'est-à-dire que sitôt que je peux descendre dans le Midi où j'ai de la famille, je m'arrête au musée Fabre, et puis je passe 2 heures, je traverse le musée Fabre, et je m'arrête dans la salle des Soulages. Et je passe... Il y a un banc. Il y a un banc devant les grandes toiles, et je me mets sur le banc et je regarde. Et j'attends qu'il se passe quelque chose. Et il se passe quelque chose. Et c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, une expérience assez extraordinaire, parce qu'au bout d'un moment, vous ne voyez plus le noir. Alors, je n'ai pas la prétention d'arriver, ne serait-ce qu'à l'orteil du maître, mais... c'est vraiment une expérience intérieure qu'il faut pratiquer, et quand je fais quelque chose, c'est un petit peu dans ce sens-là, c'est-à-dire que faut peindre du temps et prendre son temps. Voilà. Nous étions avec Manuel Royot qui présente son exposition La traversée du temps à la Galerie de l'Usine du samedi 2 mars au dimanche 31 mars, et nous allons rejoindre Juliette et Sarah au château de Plessis-les-Tours à La Riche, à côté de la ville de Tours, en compagnie de José Manuel Cano-Lopez, directeur du groupe K, compagnie théâtrale, qui dirige le projet artistique du château du Plessis, qui va nous présenter cet endroit d'histoire et de patrimoine, ainsi que toute son actualité culturelle.
Juste avant, nous allons écouter Hopeful, un morceau interprété par Alphamist, artiste musical choisi par Manuel Rouillot pour accompagner son exposition. Standard. Qui est né à Tours il y a fort longtemps, il y a plus de 33 ans, et qui depuis 20 ans, la ville de Tours, donc depuis 20 ans, nous a mis à disposition le château du Plessis-les-Tours, qui est un monument historique qui appartient à la ville de Tours, pour en faire un lieu de projet artistique et culturel, et donc un centre culturel qui donc mène une multitude de projets depuis maintenant 20 ans ici dans ce lieu.
très particulier. La chose la plus importante et marquante, c'est qu'on se trouve ici, là, où vous êtes assise en face de moi, dans ce qui a été pendant 80 ans la capitale de la France. Déjà, et ça on ne le sait pas. Il n'y a pas eu beaucoup de capitales en France. On connaît Paris, on connaît le château de Versailles, et en fait, le Plessis-les-Tours a été, depuis 1560 et quelques, 1565, est devenu la capitale du royaume, puisque on est dans un château royal qui a été acheté par Louis XI en 1564 et qui en a fait la capitale du royaume. C'est-à-dire que tous les services de l'État du royaume sont venus autour du Plessis et évidemment à Tours. Alors c'est d'abord un lieu extrêmement chargé d'histoire, puisque pendant 200 ans, 12 rois de France sont venus ici, soit pendant une très longue période, soit pendant des périodes courtes, et en même temps où ont eu lieu des événements qui ont totalement fait basculer l'histoire de France. Je ne vais pas parler que de ça, donc je vais m'arrêter là, mais il y a des grands événements qui sont déroulés dans ce château et qui ont fait que la vie de notre histoire a totalement basculé. J'en citerai qu'un, puisqu'on va beaucoup en parler cette année, qui est la réunion des États généraux qui a eu lieu ici, des États généraux du Royaume, et qui ont notamment célébré les fiançailles de Claude de France, qui était la fille de Louis XII, avec un jeune homme qui, elle avait 5 ans, lui, il avait 11 ans, et ce jeune homme s'appelait François d'Angoulême et va devenir François Ier. Voilà. Donc on est, en fait, effectivement, la Renaissance, cette partie-là, elle est née aussi du château du Plessis. Voilà, alors d'abord c'est un lieu qui a une très forte mémoire, qu'on essaye de réhabiliter parce qu'il a sombré vraiment dans les oubliettes de la mémoire collective. C'est un lieu patrimonial puisque c'est aussi, vous verrez ce qui reste du château, mais c'est le premier monument de briques et de pierre de toute la France. D'accord. C'est le premier. C'est Louis XI qui a décidé d'utiliser la brique qu'il avait beaucoup marquée dans ses voyages au nord de la France et de l'allier avec le tuffeau d'ici. Et en fait, tous les autres châteaux, comme Blois, il y avait le premier Versailles qui était aussi comme ça, tous les châteaux qui sont en briques et en pierre, c'est en fait parce que Louis XI a lancé la mode et qu'on voulait imiter Louis XI. Donc il y a aussi cette particularité qui est assez jolie. Voilà, puis après, bon, c'est la singularité du Plessis, c'est qu'on est à 10 minutes du centre de la ville de Tours, donc c'est pas loin, et qu'on est dans un oasis, puisqu'on a 2 hectares de parc, qui nous permettent à la fois, ça a été le début de notre projet, il a été d'en faire beaucoup plus un lieu de partage artistique et de vie artistique, ou un lieu de concert après, où on vient à 20h30 ou un quart d'heure avant voir un spectacle et on est mis dehors 1h30 après, d'en faire vraiment un lieu d'activité et d'échange et de partage permanent. Donc la particularité du projet, qui évidemment en 20 ans, contrairement à ce que d'aucuns imbéciles peuvent dire, qu'en fait ça bouge tout le temps, c'est normal que ça bouge puisque la vie artistique elle est obligée de bouger et de tenir compte des évolutions de notre vie sociale, historique, culturelle. Notre projet a évolué, mais ce qui est toujours resté au cœur, c'est effectivement d'en faire plus un lieu de vie, nourri complètement par les arts, qu'un temple de la culture. Voilà, ça c'était le premier élément. Alors concrètement, ça veut dire, le dernier projet qu'on a mis en place s'appelle Ouverture, parce qu'on a trouvé qu'il fallait réaffirmer encore plus les ouvertures. Ouverture, ça veut dire qu'on se refuse à une culture en vase clos, que je suis fondamentalement énervé, gonflé, agacé, et mon tempérament de vieil andalou est quand même relativement explosif.
par les espèces de tours d'ivoire des artistes qui sont enfermés dans le rare, etc., etc., coupés du monde. Pour moi, un lieu artistique se doit d'être un lieu en permanence ouvert aux gens de la cité, à ceux qui nous entourent. Sinon, ça n'a aucun sens. Alors effectivement, on peut avoir des artistes qui ont un art, comment dire, un art intime. Il y a des auteurs qui écrivent et qui ne veulent pas voir les gens, il y a des peintres qui peignent, etc. Mais bon, quand on fait par exemple, quand l'art en question c'est le théâtre, faire du théâtre tout seul dans sa tour d'ivoire, ça rime à rien. S'il n'y a pas de public, ça ne fonctionne pas. Ça n'a aucun sens. Donc cette ouverture-là, elle est de fait quand on fait un concert. Un concert, s'il n'y a pas de public, on peut gratouiller autant qu'on veut chez soi, quoi. Même si on est génial, on sera génial que tout seul. Donc cette nécessité d'être ouvert en permanence à tous les publics. Alors ça c'est le premier point, ce qui veut dire que le projet ouverture il se décline d'abord dans une ouverture permanente à tous les artistes. C'est-à-dire que nous accueillons en résidence ici, là aujourd'hui il y en a 3, puisqu'il y a plusieurs salles dans le lieu. Nous accueillons donc en gros, on va dire 40 équipes artistiques sur une saison. D'accord. Donc ce qui est très important. La première singularité, c'est que nous n'avons pas de jury pour sélectionner les gens. Et pas moi qui les sélectionne, c'est-à-dire nous n'avons aucun critère de jugement artistique et esthétique. Nous nous refusons à juger la qualité, la valeur esthétique. Voilà, la qualité. On est personne pour juger de la qualité esthétique des gens. Alors, la sélection, parce qu'on a beaucoup de demandes, elle se fait simplement sur une rencontre. On rencontre les artistes qui viennent, on écoute leurs projets et puis on voit tout de suite, de toute façon ça se voit rapidement, si effectivement il y a un engagement artistique ou pas, quoi. Si c'est un engagement artistique ou s'ils sont pas trop chiants aussi, parce que s'il y a vraiment, c'est jamais arrivé, hein, de tomber sur des têtes de cons d'emblée, c'est jamais arrivé. D'emblée, après on apprend à se connaître. Hein. Donc tout ça pour dire qu'on n'a pas de critères, ce qui signifie qu'on accueille autant. C'était assez intéressant les équipes aujourd'hui. Il y a un trio de musique tzigane d'Europe de l'Est qui s'appelle le trio Anastasor. Il y a Epheb qui est l'un des jeunes de l'électropop les plus marquants, programmé à Autant Machine plusieurs fois par exemple et ailleurs, et qui a fait une tournée aux États-Unis l'année dernière. Et il y a l'ensemble Parchemin qui est un ensemble de musique baroque. Donc très éclectique, voilà, là il se trouve que c'est 3 groupes de musique, mais on n'accueille pas évidemment que de la musique, on accueille toutes les pratiques théâtrales, que ce soit de l'art du clown au théâtre de texte, au théâtre gestuel, à tout ce qu'on veut, des ensembles chorégraphiques, des vidéastes, des plasticiens. On a 3 ateliers d'artistes permanents aussi dans l'enceinte du château. C'est vraiment une ouverture à toutes les formes d'art. Pour nous, il n'y a pas de hiérarchie dans les formes d'art. Donc, on a 2 groupes de résidents. Un groupe qu'on appelle le GRAP, le groupe de recherche artistique permanent, qui est composé cette année de 12 artistes ou ensemble, donc entre musique, théâtre, chorégraphie, art mêlé, vidéastes, photographes, plasticiens, et qui eux ont accès à l'ensemble du château autant qu'ils veulent, dans la mesure du remplissage du calendrier. Et puis ensuite on accueille des équipes, beaucoup d'équipes, hein, donc 30 équipes là, de cette saison, qui sont sur des résidences ponctuelles. Et notre critère, il y a un critère, c'est que nous favorisons les équipes artistiques qui sont en début de parcours professionnel, c'est-à-dire les plus jeunes. Parce qu'il y a des lieux de résidence pour des gens qui ont déjà un bout de chemin ou un parcours. Et par contre, les gens qui sortent d'école ou
ou qui galèrent dans leur garage pour des musiciens, on en a aussi, sont prioritaires et bénéficient d'un accompagnement possible, puisqu'ils peuvent être encadrés par des artistes, des résidents permanents. Donc s'ils ont besoin d'un coup de main sur la scénographie, la musique, la dramaturgie, les costumes, le son, la lumière, il y a ce système d'entraide entre eux. Et l'autre élément important, c'est que toutes ces recherches sont ouvertes au public. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut venir assister à leur résidence et qu'il y a des soirées qu'on appelle Inspire, Expire ou Eventgrap qui confrontent à l'ensemble des publics les univers artistiques qui sont en recherche sur une saison au Plessis. Donc il y a toujours cet échange-là qui est totalement indispensable. C'est le cahier de charge. S'ils acceptent ça, alors en contrepartie, c'est très simple. Notre accueil, on est les seuls, est totalement gratuit. Ils ne payent aucune location de salle, aucune participation au chauffage. Ils peuvent rester. Et après, il n'y a pas non plus de limite sur des résidences d'une semaine ou de 2 semaines ou 3 semaines. Si une recherche nécessite 3 mois, ils peuvent travailler pendant 3 mois. Si elle nécessite 2 saisons, on a des équipes qui reviennent pendant 2 années de suite pour continuer leur travail de création. Voilà, donc ça c'est un des gros pôles. L'autre gros pôle, c'est le travail de transmission qui est lié, c'est-à-dire que en ayant la chance d'avoir un vivier d'artistes comme ça, puisqu'en gros sur une saison on a entre 300 et 400 artistes qui sont en résidence, d'univers complètement différents. Donc le but aussi c'est que les gens qui sont en formation, toutes formations confondues, profitent de cette richesse-là. Donc on a évidemment des ateliers enfants, adultes, adolescents, en théâtre, puisque au départ on est quand même nous, le groupe K, donc nous faisons aussi partie du groupe de recherche artistique permanent, c'est-à-dire qu'on n'est pas au-dessus, on a le même statut que les gens qui sont en recherche. Donc par contre on a des ateliers, et puis on a beaucoup d'ateliers qui s'adressent à des publics sont en situation de souffrance physique, psychologique. Donc on travaille, ou social. On a par exemple créé il y a 2 ans avec l'association, l'APF, l'association des paralysés de France, France Handicap, on a créé les premiers ateliers de création théâtrale qui mélangent des stagiaires en situation de handicap, parfois très lourd, avec des valides. Qu'on a un mélange, il y a des gens qui n'ont pas de handicap lourd, qui travaillent toutes les semaines avec des gens qui ont des handicaps parfois extrêmement lourds. On avait démarré avec un atelier, là au bout de 3 ans, on est à 3 ateliers, parce qu'il y a une demande énorme, et c'est vraiment un parcours merveilleux. J'ai un chat de Louis XI dans la gorge. Donc ça, par exemple, c'est une aventure extraordinaire. Ensuite, on a des ateliers aussi avec des institutions, et notamment des ateliers en direction d'adultes en TSA, donc des gens qui souffrent de troubles du spectre autistique, donc des autistes lourds. Donc avec qui on mène aussi un travail important. On travaille avec des mômes qui sont suivis par différentes institutions, qui sont en grosse difficulté affective, sociale, familiale, avec différents organismes. On a des ateliers, ça va démarrer dans 10 jours, avec des jeunes qui sont suivis par le ministère de la Justice, donc soit qui font partie de la protection judiciaire, parce qu'ils sont soit en délinquance, pré-délinquance, soit qui doivent être protégés dans un milieu compliqué. Donc c'est avec la PJJ et l'UAJ, qui sont 2 organismes qui s'occupent de ces mômes-là au niveau de la région. Donc on a des ateliers de création permanente avec eux. Voilà, donc on a aussi, enfin il y en a d'autres, mais je ne vais pas
En fait, ici, nous travaillons avec entre 850 et 1000 stagiaires chaque saison. On a beaucoup d'ateliers qui profitent évidemment des apports des artistes en résidence. Et puis l'autre volet, c'est le travail aussi de programmation qu'on fait. Donc on a des manifestations qui sont, par exemple, on appelle ça désir partagé, notre programmation. Il y a un volet qui consiste à travailler avec d'autres structures de la métropole et ensemble de partager un désir de création, d'avoir des programmations communes. Là, on a fait par exemple 3 concerts avec le Temps Machine dans le cadre d'Allotropique, le festival Allotropique. On a eu un très beau groupe, Mermont, que je ne connaissais pas, qui est magnifique. Là, on va faire en juin ils appellent ça comment ils appellent ça, le before il y avait l'after, maintenant il y a le before. Le before du festival au quart de tour, où en fait on travaille avec sur une programmation tout un dimanche consacrée à la scène punk rock. Ok. dont personne ne veut. Et qui, on l'a fait l'année dernière et ça a été un événement incroyable. 600 crêtes dans le Plessis, c'était assez fou, quoi. Et c'est assez génial parce que c'est aussi dans la même idée de casser. Je veux dire, c'est ce que je vous décris, ça va tout dans le même sens. C'est-à-dire, si on travaille avec des gens en situation de handicap ou sur des gens qui sont rejetés artistiquement ou sur des jeunes, tout ça, c'est dans le même sens de dire que les arts et la culture doivent enrichir tout le monde, quelles que soient les conditions de vie ou la situation des gens en question. Donc on a ces désirs partagés, donc ils vont dans tous les sens, puisque bientôt on a un désir partagé avec la librairie Le Livre à Tours. Et on va accueillir Eric Vuillard, le prix Goncourt 2017, sur une soirée de rencontre. Ça s'appelle le cabinet Havel. On va accueillir une manifestation du printemps de poètes. On a travaillé, donc les îlots électroniques fêtent leurs 5 ans, mais les îlots électroniques sont nés ici, dans notre parc. Oui, il y a déjà une édition. La première édition, puisque personne ne voulait des îlots, nulle part, et s'est déroulée ici. Donc on en a eu 4 pendant 4 années. Donc on a aussi ce travail-là avec la musique électro. On a des événements évidemment aussi théâtraux avec nos partenaires de la Pléiade. On a en juillet un événement en plein air, de cinéma en plein air, musique et cinéma en plein air, un écran géant dans le parc avec des transats, c'est assez génial aussi. Voilà, il y a aussi tout ce travail-là de rencontres, mais qui sont dans cet éclectisme, dans cette diversité. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il n'y ait pas pour moi, il n'y a aucune hiérarchie entre les arts, et que toute rencontre avec une œuvre artistique ou un événement artistique peut effectivement toujours nous enrichir. Et du coup, vous avez combien de personnes qui travaillent avec vous ici ? Alors, le problème, c'est que le Plessis, le groupe K, qui s'appelait avant la compagnie José-Manuel Cano Lopez, devenu donc le groupe K, installé au château de Plessis-les-Tours, depuis maintenant presque 5 ans, est dans une lutte permanente pour sa survie. C'est-à-dire que ce projet-là n'a pas été complètement apprécié par différentes personnes qui nous gouvernent en haut lieu, et qu'on a eu une baisse totalement drastique de nos subventions, puisque la ville de Tours est passée de 145 000 euros de subventions sur le lieu à 50 000 euros. Effectivement drastique. Et que d'autres ont suivi. On est passé de 8 permanents, 8 personnes qui étaient là en CDI, plus évidemment de très très nombreux intermittents ou artistes indépendants, à 2 permanents. Donc on n'est plus que 2 permanents. On a la chance d'être entouré de beaucoup de gens qui soutiennent ce projet-là.
Mais c'est un projet qui est très très lourd à porter dans des conditions financières qui sont devenues totalement invivables. Voilà, alors on continue à se battre là-dessus, on continue à essayer d'avancer, de trouver d'autres pistes de financement. Voilà, alors maintenant il va falloir qu'assez rapidement on trouve des vraies solutions pour qu'on puisse maintenir un tel rythme de travail et autant d'activités. Voilà. Standard. Vous êtes toujours sur Radio Balistique et nous sommes maintenant en compagnie de Marie B, auteure, compositrice, interprète, qui va nous présenter son projet Louve, qu'elle va venir produire à l'usine le samedi 16 mars. Donc Louve, je te laisse te présenter aux auditeurs, ainsi que tes projets, ta musique et ta profession. Donc Louve existe depuis 1 an et demi. Il y a eu en fait 1 an et demi de création, je dirais, du set. Là, je peux te dire que j'ai terminé mon set, en tout cas pour là le présent. Et maintenant, j'ai envie que donc ça tourne. Il y a déjà eu quelques dates, des expériences, je dirais. Voilà. Mais du coup, je dirais que la date, le 16 mars, ça va être la première date avec vraiment mon set terminé. Donc là, maintenant, c'est répétition, puis intégration de ma musique, voilà. D'accord, donc le 16 mars, tu as justement un live qui est abouti et tu y as pensé déjà depuis 1 an et demi. En fait, disons que l'aboutissement est assez récent. Mais effectivement, depuis 1 an et demi, il y a une réflexion et peut-être se construit avec aussi l'expérience des dates, des quelques dates qu'il y a eu sur mon chemin. Mais du coup, je crois qu'au départ, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Je me suis pas dit en montant Louve, je me suis pas dit je vais faire tel style de musique ou partir dans telle direction. En fait, je suis beaucoup partie de l'improvisation toute seule et puis j'ai un peu laissé faire quoi. Et c'est vrai que du coup, mon set aujourd'hui il est assez éclectique dans le sens où assez évolutif, on pourrait dire, parce qu'il commence, je dirais, dans quelque chose d'assez tribal, d'assez, on pourrait dire world, mais un peu primitif. Il y a un côté un peu primitif, et on glisse vers de l'électro au fur et à mesure du set pour finir en espèce de grosse boom, voilà. Et donc voilà, en fait, je me suis vraiment permise d'aller partout où j'avais envie d'aller, sans me restreindre, parce que justement c'est ce qui est chouette dans le projet solo, c'est que du coup en fait tu fais tout ce que tu veux. Le projet il part d'une envie, il part d'une nécessité, d'un ressenti, quelque chose où on se dit tiens là j'ai envie d'exprimer ça, j'ai envie de l'exprimer de telle manière, et puis d'aller faire une recherche dans cette direction là. Donc moi le projet solo Louve il est né comme ça, il est né vraiment d'une envie de recherche personnelle et du coup voilà, ça naît vraiment d'une envie. Après dans le fonctionnement, dans la mise en place du projet, déjà la première réflexion c'est avec quels outils je veux travailler. Bon, moi mon outil principal c'est la voix. Après j'avais envie de m'équiper aussi, d'avoir un clavier, d'avoir un tom bass, d'avoir une loopstation, donc il y avait toute cette réflexion aussi avec quels outils je travaille, et du coup comment j'appréhende ces outils si c'est des outils que j'ai jamais utilisés. Donc voilà, il y a cet aspect un peu entre guillemets apprentissage quoi, découverte de certains instruments. Du coup, dans la mise en place d'un set, c'est très aléatoire, c'est en fonction de l'inspiration, je dirais, encore une fois, des directions qu'on a envie de prendre. Donc, moi, je sais que au départ, j'ai pas forcément envie de me donner des directions, mais plutôt de laisser faire. Voilà, je me retrouve avec mon matériel et je vais entre guillemets improviser quoi, tester des choses, et puis tout d'un coup, tiens, là, il y a quelque chose qui me parle, qui m'inspire, donc je vais un peu creuser. Voilà, il y a plein de choses aussi qui restent complètement qui vont pas plus loin, et voilà, ça c'est dans le travail de composition.
Et après, moi, je sais que dans ma manière de fonctionner, je vais d'abord écrire la musique, structurer la musique en posant un chant mais sans texte, c'est-à-dire juste ma ligne vocale, mélodique vocale. Et après seulement, je vais écrire un texte. D'accord. Écrire un texte ou chercher un texte qui me parle parce que comme dans Synapse, il y a aussi des langues étrangères au-delà de l'anglais et du français dans Louvre. Et c'est aussi des textes qui sont des poèmes ou des textes traditionnels. Par exemple, Moubarak, là, le morceau que je viens d'enregistrer et qui va bientôt sortir, c'est un morceau pakistanais. Dans le travail de collaboration, en fait, le musicien, il n'est pas son propre producteur, donc bien souvent, il est quand même plutôt seul au départ avec son projet, donc l'idée c'est de s'entourer sur le plan technique, mais aussi effectivement sur le plan de la diffusion de son projet et de l'évolution et de la mise en place d'outils de communication, etc. Donc moi, au niveau de l'accompagnement du développement de mon projet, je travaille avec Liloprod. Et la très bonne nouvelle, c'est que du coup, je suis sur le propulsion du département 36 cette année. Donc ça, c'est super parce que ça veut dire que la Fracama est aussi présente sur Louvre maintenant. Donc, oui, j'ai vu la petite voilà. publication Facebook, je crois que c'était hier ou tout à l'heure. Bah, c'est cool, ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça implique du coup dans l'ampleur du projet Louvre au niveau diffusion, au niveau production, représentation? Tu veux dire l'accompagnement Liloprod? Oui, Liloprod et du coup Fracama. Eh ben en fait, je t'avoue que comme chaque année, le dispositif Propulsion propose des choses différentes, je vais découvrir un peu cette année ce que ça peut ouvrir pour mon projet. Je ne le sais pas encore. Voilà. Je sais que ça peut ouvrir certaines formations, par exemple avec le LFI à Issoudun. Quel type de formation, je ne sais pas encore. Ça peut être sur une demi-journée, une journée. Ça peut ouvrir aussi certainement une collaboration avec un coach scénique. Et puis, ça développe forcément un réseau aussi. Et ça, c'est intéressant parce que justement, la grande difficulté pour un projet, c'est d'être visible, de sortir du studio, de sortir déjà d'être présent sur la scène locale et aussi de sortir aussi un peu de son département et de développer son réseau. Donc ça, c'est quand même qui pour l'instant m'appartient parce que Liloprod ils n'ont pas encore développé tout cet aspect booking, etc. Par contre, ils font de la mise en réseau. Eux, ils sont en développement aussi, en fait. Donc, par rapport au Propulsion 36, moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est que ça ouvre aussi des possibilités de résidence pour 2019 et 2020. Parce que, justement, là, comme mon set est terminé, alors quand je dis terminé, ça veut dire que j'ai l'ensemble des morceaux qui sont prêts à être balancés sur scène. Voilà, maintenant il y a tout un travail, je dirais, un travail d'orfèvre qui est déjà de bien se le mettre dans les pattes et qui est aussi de peaufiner. Il y a toujours des arrangements, des petites choses. On se dit tiens là, je pourrais peut-être ça l'amener plus comme ça, ou là mettre un peu plus de finesse, ou là voilà. Donc après ça devient un travail plus précis. Je dirais que au même titre que je sais pas comment ils fonctionnent les tailleurs de pierre, mais dans mon imaginaire, en tout cas, il y a une espèce de gros bloc comme ça qu'on dégrossit et après on va aller chercher les traits. En fait, on va affiner les traits de la sculpture, quoi. Du coup, c'est un peu ça. Moi, là, j'ai vraiment grossi, j'ai ma base. Et voilà, maintenant, il faut que j'affine. C'est aussi par le biais des concerts qu'on affine. En concert, il se passe plein de choses dans le sens où
il y a la réaction du public, il y a notre propre émotion en tant que musicien. Quand on est en train de jouer, on se dit bah tiens là ça marche pas ça, ou là ça marche bien, ou tiens là j'ai senti que là ça flottait. Il y a nos sensations aussi qui sont différentes dans notre lieu de répétition devant un public, où du coup émotionnellement ça va chercher d'autres choses quoi. Mais oui, il y a vraiment une histoire de sensation. Alors effectivement la sensation qui est en interaction avec le public, mais la sensation intérieure aussi, de se dire bon bah là ça va, ou là je me sens moins à l'aise sur cette partie-là, parce que des fois c'est même au-delà de la sensation musicale, tu vois, ça peut être aussi un truc très technique, genre ah bah là techniquement je suis complètement en difficulté, donc je j'arrive pas à faire le truc de manière correcte, ou je suis pas à l'aise parce que en solo en fait il y a une espèce de sursollicitation où genre t'as le temps je pense de trouver son aisance avec tout ce qu'il y a à gérer. Il y a une espèce de truc où t'es là ok et je pense que moi j'ai vraiment quelque part hâte aussi de trouver ce truc où tout va devenir comme un mouvement que t'as tellement répété qu'en fait tu n'y penses plus quand tu le fais. Ouais, et c'est là où tu prends le plus de plaisir, parce que justement tu le déploies en fait. C'est là où tu peux le lâcher, ce mouvement, parce que tu le maîtrises. Et du coup, bon, j'en suis pas là, clairement. Voilà. Du coup, là, avec le projet Louvre, t'as fait combien de représentations devant un public Là, j'ai fait 8 dates. Je suis très contente justement d'avoir pu en 1 an et demi faire ces 8 dates, parce que ça m'a permis à la fois de me laisser le temps de construire ce que je voulais vraiment, parce que bah, effectivement il y a le projet Synapse à côté, je bosse aussi dans une compagnie de danse, enfin, du coup il y a plusieurs sollicitations, puis dans Synapse on compose aussi, donc c'est vrai que c'est bien aussi de prendre le temps et d'aller vraiment là où on sent que c'est pas faire pour faire quoi, c'est vraiment ah bah ça je sais que j'ai envie de le dire, et j'ai envie de le dire comme ça, et du coup sentir que c'est juste. Dans mon idée, en fait, avec le recul, quand je regarde mon set, je me dis ah oui, mais en fait, il y a vraiment un truc où, comme si on traversait le temps. Il y a comme si quelque part ça commençait à une époque où on avait à peine la parole, et qu'on finissait en 2019 sous une boule à facettes complètement déjantée quoi. Et du coup il y a une espèce de rapport au temps comme ça, enfin moi je le vis comme ça hein, dans mon set, où du coup ça défile comme une frise, voilà. Nous étions donc avec Louvre, et nous allons maintenant vous faire écouter en exclusivité son dernier morceau, Moubarak. Louvre sera en concert à l'usine le 16 mars à partir de 20h. En attendant de s'y retrouver, on vous dit à la prochaine. Nous étions avec Sarah, Juliette et Raphaël dans l'émission Standard sur Radio Balistique. Bye!